Alors, Mildred Pierce, c'est le seul film qui a valu à Joan Crawford un Oscar qu'on est venu lui apporter dans son lit parce qu'elle avait soi-disant une pneumonie, tout ça étant télévisé. Euh, c'est pas pour ça qu'on a choisi le film, mais c'est vrai que c'est un film qui lui permet de déployer tout ce qu'elle a sédimenté en tant qu'actrice au cours de sa longue carrière. Je le disais, elle a commencé pendant le muet en tant que danseuse de revue qui est amenée à Hollywood. Donc, en quoi notre cycle Belles et Rebelles s'intéresse à ce personnage et à l'actrice qui l'interprète? Bah, vous le voyez, bien sûr, c'est l'extrême équilibre qui est trouvé finalement entre une vulnérabilité dont on va parler parce que c'est une mise en scène de la vulnérabilité et une extrême solidité au fond. Voilà. Et il me semble que Joan Crawford, là où elle est peut-être moins aimée aujourd'hui comme actrice dans la cinéphilie, c'est parce qu'elle a quelque chose d'assez sec, d'assez dur, d'assez froid. Euh, et que dans ce film, cependant, la tonalité mélodramatique de l'intrigue permet de nuancer cette froideur et permet de la mettre à l'épreuve et de trouver justement une forme d'équilibre qui caractérise un certain classicisme, je trouve, de manière très réussie et dont participe vraiment la mise en scène. C'est-à-dire que ce n'est pas un film à la mise en scène transparente. C'est pas parce que Curtis, c'est un pur produit de studio, enfin, c'est un réalisateur sous contrat avec la Warner, je le disais pendant de longues années, que il n'y a pas un style, il n'y a pas une façon de contribuer à cet équilibre, disons, entre émotion et sécheresse. Donc voilà, il me semble que on peut pas détacher euh, l'apport de l'actrice et la mise en scène, et que c'est ça aussi parler des films, et pas seulement dire c'est une locomotive, Joan Crawford, et voyons en quoi son personnage est intéressant. Euh, je ne sais pas, Jean-Paul, si tu veux intervenir là-dessus. Non, en fait, est-ce que peut-être on peut parler tout simplement du récit, en fait, aussi Mhm. du film, qui est quand même assez étonnant. Mhm. Euh, En fait, moi, j'ai une première réflexion par rapport à ça. Ce que je trouve étonnant dans ce récit, moi, tu disais en fait que c'est un mélange des genres, mais je dirais même parfois une succession aussi, parce que en le revoyant, je me suis aperçu qu'en fait, alors, c'est pas que le film démarre au bout de 20 minutes, mais il y a que au bout de 20 minutes qu'on commence le flashback et qu'on reprend l'histoire du début, en fait. Oui, Et tout ce qui est avant, on a l'impression de plonger dans un film noir très classique. Et finalement, après, on bascule dans un truc qui serait quoi, une comédie dramatique, je sais pas comment définir, mais mélodrame, oui, mélodrame, ouais. mélodrame paternel, en fait. Voilà. Oui, tout à fait. C'est important le flashback, parce que le flashback, c'est vraiment quelque chose qui va prendre une ampleur. Il a déjà été utilisé au cinéma auparavant, mais euh, bon, l'avènement du cinéma parlant, évidemment, un flashback, c'est beaucoup plus intéressant dans le cinéma parlant que dans le cinéma muet. C'est-à-dire il y a un lien entre la parole, le récit que fait un personnage et le flashback, notamment un lien de contraste qu'il peut y avoir entre ce que dit, ce que raconte le personnage et ce qui nous est montré. Alors, ça peut être mis en tension, ça peut être carrément contredit par ce que le spectateur voit. Bon, voilà, toutes les possibilités, disons, de falsification du récit par le flashback ont été explorées au cinéma bien après les années 40, mais le flashback, c'est vraiment la marque narrative du cinéma hollywoodien classique des années 40, et singulièrement de ces films qui sont des portraits de femmes, qui ont pour une part, alors c'est la marque à la fois du film noir, puisqu'il va y avoir des contradictions dans les différentes versions de ce qui s'est passé. Hein. Donc ça, c'est lié aux intrigues policières du film noir et à la part de subjectivité dans le récit du témoin qui est parfois aussi le coupable, on ne sait jamais. Et d'autre part, c'est aussi le flashback un élément narratif de prédilection pour ces portraits de femmes parce que il s'agit pour nous, spectateurs, d'entrer en empathie aussi, en entrant dans la narration du flashback, en comment on en est arrivé là, comment quelqu'un qui peut apparaître, par exemple, comme une femme fatale, comme une criminelle, comme quelqu'un qui a commis l'irréparable et l'impardonnable du point de vue de nous, spectateurs et de la société, et bien comment le retour en arrière va requalifier les faits. Donc voilà,
il y a un appétit de ce cinéma des années 40 pour le flashback et qui donne quelque chose d'assez virtuose quand même du point de vue du récit. Et tu as raison, une forme de juxtaposition qui n'est pas gagnée du point de vue de notre adhésion de spectateurs entre une intrigue complètement de film noir et également une mise en scène de film noir, je vais y revenir, et puis tout un pan du cinéma plutôt des années 20 et 30 d'ailleurs, qui serait ce genre qu'on appelle le mélodrame et ce sous-genre du mélodrame, le mélodrame maternel, qui vient du théâtre aussi, mais qui est présent notamment, le mélodrame, c'est d'abord les premiers Griffith, donc les premiers grands films du cinéma narratif à Hollywood sont des mélodrames. Et singulièrement, donc je disais, le sous-genre qui serait le mélodrame maternel, avec toujours cette intrigue, alors soit d'un enfant, d'une mère qui est fille-mère, comme on disait, et qui doit abandonner son enfant et qui va la retrouver, ou la retrouver des années et des années après, bon, avec des phénomènes de reconnaissance ou non, d'abandon, enfin voilà, soit plutôt là, à ce moment-là, dans les années 30 et 40, l'ingratitude de l'enfant, et singulièrement de la fille, et une sorte de rivalité comme ça, mère-fille, articulée à des questions sociales, des questions de classe et des questions économiques qui est très forte. En fait, ce qui frappe dans, j'allais dire, les films de Joan Crawford, comme on dit, voilà, comme on dit qu'un acteur ou une actrice peut choisir par ses choix, avoir une sorte de carrière comme si elle était auteure. Les films de Joan Crawford de l'époque, c'est cette alliance entre le glamour et le réalisme social. Et elle arrive à tenir ça dans Mildred Pierce, par exemple. C'est pour ça que je veux parler de mise en scène et de la façon dont les plans sont tournés et comment cette articulation dont on parlait entre le noir, le film noir et le mélodrame est faite. Et à mon avis, on dit juxtaposition. C'est vrai qu'au début, on est un peu étonné de tout ce début policier, disons, criminel. Et ensuite, on peut être aussi étonné du côté assez psychologique et assez rapport mère-fille de la suite en se disant mais où ça va, où on en est par rapport à l'intrigue policière. Moi, je trouve que l'équilibre est plutôt réussi et plutôt bien tenu. Et donc, je disais, cet accomplissement des deux genres passe d'abord par la forme, il me semble. Je disais, Michael Curtis, il est connu comme étant, alors non pas un touche-à-tout, mais plutôt une sorte de rouleau compresseur des studios hollywoodiens, parce qu'il est extrêmement virtuose, brillant, il a un appétit de tourner. Donc, il tourne dans tous les genres, films d'aventure, films de pirates, comédie musicale, etc. Mais il le fait très bien. C'est-à-dire que c'est pas fait à la va-vite et à la limite, il dépense même plus d'argent que ne voudraient les Warner. On a les mémos du studio qui disent mais attention, telle scène, tu aurais pu la tourner en gros plan, il y avait un dialogue important et très punchy et tu aurais pu tourner en gros plan. Pourquoi tu as fait des grands mouvements d'appareil? Alors, il n'est pas du tout baroque, mais il sait très bien pourquoi il fait des grands mouvements d'appareil. C'est-à-dire que c'est vraiment un metteur en scène. Il a beau forger des conventions, il y a quelque chose de conventionnel dans le style de Michael Curtis, mais c'est très bien fait et c'est fait jusqu'au bout. Alors, comment ça se traduit dans Mildred Pierce? Eh bien, repenser au début. C'est vrai qu'on l'oublie parce qu'après, on est pris dans l'intrigue plutôt autour du personnage et de la psychologie du personnage joué par Crawford, mais repenser à ce début qui est, on dirait, un film expressionniste. Enfin, il y a une esthétique quasi expressionniste allemande à Hollywood. Le chef opérateur Ernest Haller n'est pas un Allemand. Il y en a eu des Allemands qui sont venus tourner à Hollywood. Il est natif de Californie, mais on voit bien qu'il travaille les ombres et également à la demande de Curtis. Et la composition, la scénographie est absolument saisissante. Donc, scénographie, au début, elle est sur cette espèce de balustrade, de parapet au bord de l'eau, vous vous souvenez, et on se dit, elle va se mettre à l'eau, elle va se jeter à l'eau. Et en fait, c'est une sorte de scène. C'est-à-dire que voilà, le film commence avec cette actrice sur une scène, on pourrait dire, et ce premier choc qui est le policier qui frappe contre la balustrade en fer et qui la sort de son espèce de rêverie morbide. Donc on a des compositions qui sont extrêmement théâtrales, enfin dans le bon sens du terme. Il y a une
une théâtralité cinématographique, proprement cinématographique, par l'utilisation de plans suffisamment larges. On n'est pas tout le temps d'emblée en plan rapproché sur Joan Crawford. Il y a vraiment toute une pensée de l'espace et de comment ce policier fait intrusion finalement dans sa rêverie morbide du début et change son destin d'une certaine façon. Elle ne se jette pas. Et puis ensuite, je trouve très impressionnante aussi toute la scène où elle piège, où Mildred piège Wally, le personnage Wally Fye, joué par Jack Carson, quand elle l'invite, enfin, son prétendant de sa jeunesse, qui essaye toujours de la draguer 2 fois par semaine, comme ils le disent, quand elle l'invite enfin dans sa maison, cette fameuse maison au bord de l'eau. D'ailleurs, le film a été appelé à un moment The House on the Sand, la maison sur le sable, et que donc cette maison devient un décor extrêmement complexe, je trouve extrêmement élaboré, avec tout un jeu à partir du fait que la maison est très ouverte. Elle a énormément, c'est une maison donc de bord de mer, et elle a énormément de baies vitrées, d'ouvertures. Et donc, il y a tout un jeu d'ombre et de lumière vraiment étourdissant et qui s'articule à la rapidité du montage pour finalement élaborer un piège autour de ce personnage. C'est-à-dire que le montage, plus la composition des plans et le jeu sur les ombres et la lumière, tissent quelque chose et font qu'il est littéralement piégé. Mais c'est très fort le jeu sur les ombres dans cette séquence d'action. Et puis ensuite, je dirais la même virtuosité est appliquée. Alors là aussi, c'est devenu un peu... Enfin, c'est un peu convenu, mais en même temps, c'est tellement bien fait que c'est un cas d'école, Mildred Pierce. La même virtuosité visuelle est appliquée à la façon, je trouve, dont on filme Joan Crawford, en train de pleurer, notamment. Alors, en train de pleurer, ça peut étonner si vous venez de voir le film, parce qu'on garde quand même de ce personnage de Mildred Pierce l'idée que c'est une battante, que c'est une femme qui forge sa propre self-made woman, hein, qui vraiment va ouvrir elle-même des restaurants, un peu comme le personnage de Claudette Colbert dans le film de John Stahl, Imitation of Life, où elle va, avec sa bonne à tout faire noire, inventer une recette de pancakes et ouvrir ses magasins. Bon, il y a tout ce schéma où une femme arrive à trouver son indépendance financière et elle est divorcée ou veuve, bon, ici divorcée. Donc, il y a une solidité de ce personnage qui est en permanence en lutte socialement pour justement monter dans l'échelle sociale. Et en même temps, je parlais d'équilibre, enfin, mais c'est une tension. En même temps, comment on filme la vulnérabilité de Crawford, parce que sinon, si tout va dans le même sens de ce combat et de cette solidité, avec quelqu'un comme Joan Crawford, c'est trop. C'est trop dur et on n'a pas d'émotion. Donc, il faut trouver une sorte de façon visuelle de contrebalancer cette action, cette propension à l'action et à la... Oui, au combat, on pourrait dire, pour quasi féministe de cette femme qui, vous vous souvenez, ce personnage quand même dit de manière vraiment explicite dans un dialogue du film, elle dit « J'ai l'impression d'être née dans une cuisine. J'ai l'impression d'être née dans une cuisine et de n'en être sortie que pour me marier et pour accoucher. » C'est quand même des mots assez directs et assez forts dans un film des années 40. Et on va retrouver d'ailleurs ce discours, on pourrait dire féministe, ou en tout cas proto-féministe, dans un film qu'on aurait voulu beaucoup vous montrer, je crois, l'année dernière, et qui est de l'influence des rayons gamma sur le comportement des marguerites, ce film de Paul Newman du début des années 70, qu'on vous montrera bien un jour, sur cette mère au foyer, voilà, qui, à mon avis, vient de toute cette lignée de mélodrames classiques américains, mais qui en fait autre chose. Alors, donc, comment le personnage de Mildred Pierce arrive quand même à nous émouvoir, enfin, je trouve que c'est réussi en tout cas, eh bien, par comment on la filme au bord des larmes ou versant une larme. Et vous aurez remarqué que, en fait, souvent, c'est une seule larme. Il y a qu'un œil. Il y a qu'un œil qui pleure et l'autre a juste la larme au bord,
C'est vraiment toute une esthétique du cinéma hollywoodien des années 40 que de filmer la larme comme un bijou, en fait, comme une sorte de rime entre l'œil et les oreilles quand il y a des boucles d'oreilles. Et c'est vraiment tout un art, et en particulier de ce directeur de la photo, Ernest Haller, qui est connu pour son travail avec principalement trois actrices, Bette Davis, Joan Crawford et Ingrid Bergman. Et si vous pensez à Ingrid Bergman dans Casablanca, il y a aussi tout ce travail sur de gros plans sur elle avec les yeux voilà, au bord des larmes. C'est important parce que dans Mildred Pierce, il y a beaucoup de situations où elle pleure, où elle a bien raison de pleurer. Et en même temps, vous remarquerez que ces scènes ne sont pas filmées dans la durée. C'est-à-dire que ce n'est pas une séquence de pleurs. Il n'y a pas un chagrin qui est filmé dans le temps, qui se déroule dans le temps. Il y a juste un plan. Et voilà, presque très statique, en fait, comme un tableau ou comme une photographie très, 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 très composée, où elle a cette larme qui brille au coin de l'œil, et en fait, ça suffit. Et c'est ça aussi l'économie, disons, du style Warner et du style de Curtis. Il faut être efficace dans l'expressivité, donc c'est un peu surexpressif, on pourrait dire. Il y a un lyrisme comme ça, de tout à coup ces plans très très chiadés, très très bien éclairés, presque pas naturels, enfin, qui interrompent quelque chose du récit et du côté un peu réalisme social du film, et en même temps c'est fait exprès, parce que comme ça on n'a pas à tourner une scène justement mélodramatique de quelqu'un qui s'effondre en larmes. C'est pas ça. C'est quelqu'un qui reste debout et on voit juste qu'elle a les larmes, mais ensuite, dans l'action, elle va faire quelque chose, y compris mettre une gifle à sa fille, par exemple. Oui, enfin, c'est vrai que il y a quelque chose de très fort dans ce que tu dis, très juste par rapport au personnage incarné par Jane Crawford. Enfin, ce côté à la fois, oui, c'est cette battante et en même temps, enfin, oui, il y a vraiment la question des sentiments dans le film. En fait, j'aimerais bien si on pouvait parler maintenant en fait de la relation avec la fille. Enfin, j'ai l'impression que c'est quand même le truc le plus dur dans le film. Enfin, ce qui est le plus dur à accepter pour le spectateur. En fait, il y a quelque chose en fait qui est à la fois qui paraît pas crédible en fait quelque part, je trouve, dans l'attitude de la fille, et en même temps quelque chose de profondément lié en fait à la question de l'argent, Mm. qui est partout dans le film. Quand j'y repense, je me dis que c'est quand même incroyable que tout soit à ce point surdéterminé par l'argent. Oui, C'est quasiment obscène en fait, et en même temps, je me dis en y repensant que de toute façon, enfin, comment dire, d'une certaine manière, la société américaine est faite comme ça, et dans tous les films, si on y repense bien, en fait, c'est quand même ça qui détermine, voilà, les rapports sociaux, etc. Mais c'est jamais montré, en fait, je trouve, d'une manière aussi violente. Enfin, en tout cas, pas dans un mélodrame. Et le fait qu'évidemment que ça soit une femme qui, comme tu dis, qui se batte pour avoir son indépendance, en fait, je trouve que ça révèle quelque part, en fait, la violence, justement, de cette société, quelque part. Alors, ça a été effectivement la question de l'argent, elle est présente dans le cinéma hollywoodien, notamment au début du parlant, dans la série des Gold Diggers, des croqueuses de diamants du milieu des années 30, hein, les Gold Diggers of 1935-1937, je crois. Donc, qui sont des films de Busby Berkeley, des comédies musicales, où il y a même ce fameux numéro We're in the money, on est dans l'argent, hein, et où notamment Ginger Rogers et d'autres danseuses de revue portent des espèces de grosses pièces comme ça et dansent avec un costume d'argent. Et c'est un numéro très, très frappant parce qu'il est très ironique, puisqu'il est fait pendant la crise, enfin, pendant la crise économique, la Grande Dépression. Et donc voilà, et tout est dit de ce rapport à l'argent qui devient une obsession, justement parce qu'il manque aussi à beaucoup. Donc Joan Crawford, elle était active à ce moment-là dans le cinéma, et elle a joué des rôles de croqueuse de diamants. Ça lui est arrivé de jouer des femmes arrivistes pour qui trouver un mari, bah, ça permettait de bouger vers le haut socialement. Donc c'est aussi en cela que ce film de 1945 est une sédimentation des différents
rôles qu'elle a pu jouer auparavant. Elle a joué la Flapper Girl, la fille des années 20, très énergique, très séductrice, etc., la croqueuse de diamants. Après, elle s'est mise, quand il a fallu se renouveler, plutôt au début des années 40, à jouer la méchante dans The Women, les femmes de Cukor. Voilà, donc finalement, ce film-ci fait une sorte de synthèse qu'on pourrait croire improbable entre ces différents rôles, mais il y a la dimension économique, sauf qu'elle est nouée dans l'intrigue mélodramatique aussi, c'est-à-dire que elle vient nuancer le portrait et à partir du moment où c'est pas elle qui suscite le divorce, c'est son mari Bert qui la quitte et où donc elle va passer de la ménagère un peu pauvre parce que son mari est au chômage, qui faisait des tartes en plus qu'elle vendait aux voisins dans le voisinage, à une espèce d'industrialisation de ça, puisque au lieu de faire des tartes, elle en fait 100 et puis elle ouvre 5 restaurants. Ouais. Parce que juste, je voulais remarquer en fait à cet endroit-là, c'est que ce que j'ai perçu en tant que spectateur, c'est que finalement cette pauvreté est quand même relative au début. Enfin, c'est pas comme, enfin, on n'est pas chez Chaplin ou etc. Et oui. Donc c'est vrai qu'il y a quand même, enfin, pour reprendre ce que je disais à l'instant, c'est que c'est choquant parce que quelque part le côté self-made woman en fait, qui est, comment dire, je trouve que j'ai l'impression qu'en fait, on l'aurait accepté plus facilement si c'était un homme qui faisait ce genre de trajet. Et que là, en fait, ça révèle justement ce côté, alors bon, je disais obscène, c'est un peu trop fort, mais quand même, ce truc choquant qui est que elle a pas, est-ce que fondamentalement, elle a besoin de faire autant d'argent? Alors En fait, voilà. non. Alors, Voilà, je te laisse. tout à fait. Alors, elle en a besoin, tu as tout à fait raison, non pas socialement, et c'est montré. Il y a une scène plutôt vers le début entre la mère et la fille, donc Vida, la fille adolescente, l'aînée, où il est question de la maison, où Vida dit moi j'aime pas cette maison, et nous on a vu que cette maison était quand même tout à fait c'est pas du tout un taudis, hein. Et Joan Crawford dit oui moi non plus je l'aime pas mais bon je vais te trouver mieux. En réalité, pourquoi elle a besoin de beaucoup plus d'argent? Justement à cause de sa fille. Donc c'est là où le personnage de la fille est important et intéressant, parce que cette fille, il ne s'agit pas de faire de l'argent pour pouvoir élever dignement ses enfants, il s'agit de faire de l'argent pour pouvoir conserver l'attention et l'amour d'une fille qui, elle, a des ambitions pécuniaires immenses. Qui sont pas du tout, enfin qui sont démesurées. Ça ne va pas lui suffire d'avoir ne serait-ce qu'une belle robe. Il va lui falloir quelque chose d'extravagant. Et donc c'est intéressant. Et ça c'est aussi un peu quand même la précision de mise en scène de Curtis. Le jeu le petit travail de broderie qui est fait entre la robe. Vous vous souvenez, la robe qui est presque l'objet de dispute qui va provoquer le divorce, la séparation entre Mildred et son mari Bert au début, puisqu'elle a commandé une robe alors qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent. Elle a commandé une robe pour Vida et ironie du sort, elle entend Vida essayer la robe et dire cette robe, ce tissu sent la misère. C'est vraiment une phrase terrible, parce qu'on a quelque chose de très sensoriel et tout est dit. C'est pas seulement l'aspect, le côté un peu petite poupée, un peu fifi de la robe qui ne lui va pas, c'est vraiment la matière même, l'étoffe qui n'est pas une étoffe noble, et voilà. Et donc, elle a eu beau, la mère a eu beau faire des tartes et gagner son propre argent pour acheter cette folie, cette robe qui est déjà une folie, eh bien, ça ne suffit pas. Donc, on est là, tout est posé d'emblée, c'est-à-dire que tout ce qu'elle fera comme mère pour essayer de combler les désirs de sa fille, c'est le tonneau des Danaïdes, ça ne va jamais suffire. Et donc, il lui faut du grand luxe, il lui faut pas quelque chose qui soit viable à cette fille, il lui faut autre chose. Elle est dans un autre régime d'argent que le régime vaillant et, comme tu disais, disons, facile avec lequel s'identifier pour le spectateur il faut s'en sortir. Non, c'est pas la question de s'en sortir, c'est la question de se propulser complètement ailleurs. Ça, ce désir d'élévation sociale qui serait un saut, qui serait un bond social et non pas simplement une survie sociale, c'est typique du mélodrame maternel. Stella Dallas. C'est-à-dire que Stella Dallas, c'est un très très grand
film. Il y a une version de Henry King muette en 1925, mais c'est surtout le film de 1937 avec l'immense Barbara Stanwyck dans le rôle de la mère, Stella, qui pose une sorte de matrice à ce type d'intrigue, c'est-à-dire une mère qui veut tout faire, qui se sacrifie pour sa fille, parce que sa fille, c'est pas un fils, c'est une fille, et que sa fille peut réaliser une aspiration d'élévation sociale et la dépasser, qu'elle n'a pas eu. C'est-à-dire que elle, la mère, a réussi un petit peu à s'en sortir, mais la fille dépasse ses attentes et du coup il y a une souffrance énorme et quelque chose de sacrificiel qui est requis de la part de la mère. Alors dans Stella Dallas, ça passe par une mère qui a des robes complètement ridicules, c'est-à-dire qu'elle garde elle son envie de s'élever socialement, le personnage de la mère en s'habillant de manière qui fait honte à sa fille en fait. Donc, alors ici c'est différent, donc c'est transmis sur la fille, mais vous remarquerez donc ce travail entre, je disais, le motif de la robe, cette première robe qui est censée être très, très luxueuse et qui en fait est refusée par la fille, et puis l'écho, la scène en écho avec l'uniforme de serveuse de sa mère que trouve Vida dans le placard en fouillant dans l'armoire de sa mère, et de manière très perverse, très, très forte, enfin très intelligente, qu'elle va donner à la bonne à tout faire de la maison en lui disant bah tiens voilà il y a un uniforme de boniche donc il est pour toi, et tout en sachant très bien que c'est l'uniforme de serveuse que sa mère conserve de manière clandestine pour pas lui avouer qu'elle est serveuse. Donc c'est extrêmement il y a là toute la cruauté disons du rapport mère-fille, et vous noterez aussi que dans le film il y a un autre écho à cela, à ces oripeaux du luxe ou ces oripeaux de la pauvreté, qui sont le moment où la fille cadette, Kay, la petite fille qui va mourir par la suite, se déguise en danseuse de cabaret et danse de manière un peu obscène, justement, enfin en tout cas assez sexuée, avec sa sœur. Elle s'est mis une espèce de tenture avec des franges comme ça, et puis elle s'est déguisée en danseuse de cabaret. Et puis on a un écho de cette scène avec la scène où Mildred découvre, à l'invitation de son ex-mari, que en fait sa fille se produit effectivement dans le cabaret de Wally, son soi-disant protecteur et prétendant qui a embauché sa fille dans son bar. Donc voilà, on a tout ce trajet, tout ce jeu, tout ce rapport entre le corps féminin, entre la prostitution, hein, entre le risque prostitutionnel qui est toujours là quand il y a des femmes pauvres, et un désir de luxe complètement débridé, on pourrait dire. Et comment ça c'est lié, comment c'est lié à la sexualité, Alors ça, vous le retrouverez dans un très très grand mélodrame qu'on pourra un jour passer, qui est Mirage de la vie, donc de Douglas Sirk, ce remake du film de John Stahl, avec en plus une problématique noire complexe, mais où justement on a une scène où la mère noire découvre sa fille, qui est une métisse mais qui passe pour blanche, dans un cabaret, où elle regarde tout le numéro extrêmement sexuel que fait sa fille dans le cabaret, et ensuite elle va la voir et elles ont une discussion. Donc ça participe tout ça, cette représentation du corps de la fille comme étant prostituée, on pourrait dire, comme étant vendue, comme vendant ce corps que la mère a tout fait pour ne pas vendre, elle. Voilà, ça fait partie de cette intrigue mélodramatique. Par rapport à la fille Veda, en fait, moi, la question que je me posais, c'était finalement pourquoi est-ce qu'elle était comme ça? Enfin, je trouvais qu'il y avait une certaine gratuité dans ce côté cruel qui est très réussi, mais quand même, on se dit, bon, c'est un peu exagéré, ou en tout cas, c'est pas possible, etc. Et en même temps, je me dis, mais finalement, quelque part, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que son attitude par rapport à l'argent, en fait, son désir, comme tu dis, qui est démesuré, en fait, de réussite sociale, etc., est-ce que finalement, il vient pas tout simplement de sa mère, en fait? C'est-à-dire que les enfants, ils sont quand même un peu comme on les élève, quoi. Et au fond, finalement, dès le départ, est-ce qu'il n'y avait pas une certaine frustration, une insatisfaction, en fait, dans le personnage de Mildred,
Oui, on le Ouais, voit. C'est une desperate housewife au ouais, début, puisque effectivement, elle reproche délicatement à son mari qui n'a pas trouvé de travail. Voilà, elle lui dit, mais non, c'est pour t'aider, c'est pas pour te le reprocher, mais on voit bien que c'est difficile d'être une mère au foyer et en même temps de pas avoir le contrepoids qui serait le mari qui, lui, travaille beaucoup à l'extérieur. Donc, il y a une espèce de déséquilibre du début qui fait qu'il y aura un appel d'air et qu'elle va vouloir, elle, être active et travailler. Donc, ça, c'est plutôt, entre guillemets, le bon côté, parce que, voilà, quelqu'un se construit sous nos yeux. Mais d'un autre côté, oui, ce transfert de frustration qui irait de la mère à la fille, où la fille serait, on pourrait dire le ça au sens freudien, enfin l'expression désinhibée de ce désir de la mère que socialement elle n'a pas osé exprimer, hein, puisqu'on la voit au début, Mildred, dans son tablier, refermant la porte derrière le mari, voilà, un petit peu docile comme ça. Elle n'a pas osé véritablement clasher avec son mari et exprimer un désir qui serait socialement pas audible, à savoir celui de, effectivement, d'avoir des fourrures, de ce qu'on voit, puisqu'on voit au début, avant le lancement du flashback, on voit que c'est devenu quelqu'un de riche. Elle a ses fourrures avec des épaulettes pas possibles, qui sont le style vestimentaire Adrien John Crawford, la griffe, voilà, extrêmement architecturée, qui marque aussi ce changement de classe sociale. Mais malgré tout, effectivement, celle qui désire le luxe, c'est effectivement la fille. Et moi, je trouve que ça n'est pas un personnage si peu crédible, et même, j'allais dire, ça n'est pas un personnage si méchant. C'est-à-dire que ce que tu dis du fait que vraiment c'est presque une méchanceté qu'on ne s'explique pas et qui psychologiquement est difficile à avaler, quoi, cette haine. En réalité, je trouve au contraire que le film arrive bien à nous faire sentir ce qu'il peut y avoir d'haïssable dans une idéologie middle class, c'est-à-dire ce côté vaillant. Travaille, travaille, vends tes tartes, fais tes tartes et vends-les à tes voisins, et puis tu auras un restaurant, puis deux, puis trois, puis quatre, puis cinq. Cette espèce de comptabilité de la valeur sociale de quelqu'un, de valeur au sens de la valeur morale, hein, ce lien entre une valeur qui serait une valeur morale euh, et une rentabilité économique, moi je trouve qu'elle a quelque chose. Je comprends qu'on puisse la trouver haïssable. C'est-à-dire que c'est quand même de l'ordre de la comptabilité et de la bien-pensance sociale. Et du coup, la perspective éventuellement prostitutionnelle, ou en tout cas de jouer avec sa féminité, de jouer avec, en dansant dans un cabaret, par exemple, ou en attrapant un homme un peu riche, ben finalement, je trouve que c'est pas plus mal du point de vue moral. C'est-à-dire que dans le puritanisme général qui serait, disons, voilà, qui pèserait aussi sur Hollywood, qui pèserait sur la société américaine, dont sur Hollywood, je trouve qu'on trouve des voies comme ça de libération possible ou de rébellion possible. Donc le personnage de Vida, pour moi, c'est une des voies de rébellion possible. oui, c'est une forme de liberté finalement hein, qu'elle s'accorde en se conduisant comme ça. C'est ce que tu veux dire. Oui, Ah, ouais. même si elle passe pour l'horrible méchante. Et Mm. notamment, Mm. mais je pense aussi que ce qui nous intéresse, ce qui peut intéresser dans ce personnage, en tout cas à la revision du film, en ce qui me concerne, c'est que elle réfléchit sur le mélodrame. C'est-à-dire qu'il y a une prise de distance par rapport au code du mélodrame. Certes, le film est en partie ça, ce mélodrame maternel dont je parlais, et en même temps, la ruse, par exemple, la ruse de Vida, il y a cette annulation du mariage qui se fait devant une sorte de tribunal. Elle s'est mariée clandestinement, ça c'est un motif tout à fait du mélodrame, hein, les deux jeunes gens qui annoncent après coup à leurs parents que ils sont déjà mariés en fait. Euh, mais quand il s'agit d'annuler le mariage, tout à coup, botte secrète, elle dit mais j'attends un bébé, donc vous allez payer. Eh bien cela, c'est aussi un motif du mélodrame, sauf euh, il est ramené à un autre tour de spirale par le cynisme de cette jeune fille qui, dès la séquence suivante, annonce à sa mère que, en fait, pas du tout, elle n'attend pas de bébé et que c'était une façon d'obtenir ce chèque qu'on la voit embrasser d'ailleurs. Et la mère, bien sûr, déchirera le chèque parce que c'est une question morale. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, la fille reprend des éléments mélodramatiques, mais pour en jouer. Euh,
Et ça, je trouve ça quand même assez fort. On est au milieu des années 40 et il ne s'agit pas d'être naïf, disons, par rapport à ces intrigues mélodramatiques. Et ça finalement, ce retravail du mélodrame, cette idée que on peut aller assez loin dans le lyrisme, et notamment visuellement ici, et en même temps ne pas être dupe de quelque chose, ne pas être mièvre, ne pas être... ça, c'est quelque chose qu'a lancé, en fait, Chaplin, avec l'opinion publique, le film qui s'appelle L'opinion publique, dans lequel il ne joue pas, ou encore, même avant The Kid, son premier long métrage, où il mêle des scènes d'humour complètement à la Charlot et quelque chose de très très poignant du point de vue du mélodrame. C'était assez osé de faire cette espèce de court-circuit. Et finalement, dans ce film-ci, Mildred Pierce, on a aussi une sorte de mélange et de retravail du mélodrame qui permet de prendre une distance avec un genre qui est quand même déjà problématique, parce que faire passer du mélodrame, c'est pas évident. Et donc là, je trouve qu'il arrive à avoir cette distance. Je voudrais juste poursuivre sur la question de la morale en fait du film justement parce que je me suis posé la question sur le final. Je trouve ça assez, enfin c'est pas étrange, mais disons que à la fin on voit Mildred sortir du commissariat, si je me souviens bien, et elle rejoint son ex-mari, je crois. Enfin on a l'impression qu'il y a comment dire euh, c'est pas qu'ils vont vivre ensemble, mais on a l'impression qu'ils se retrouvent en fait quelque part. Mm. Je me disais, est-ce que quelque part, au fond, le film, enfin la morale du film quelque part, est-ce que ça vient pas nous dire qu'elle rentre au foyer quelque part, tu vois, que ça rentre Mm. dans l'ordre. Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu ça quand même? Alors, est-ce que toi tu le vois comme ça? Et d'où ça vient, si c'est ça? Oui, alors, j'ai pas des éléments, disons, factuels sur la genèse véritablement de cette fin, mais pour moi, c'est assez clair que ça fait partie de ces fins qui sont quand même beaucoup dues au Codays, ne serait-ce que le fait que le personnage de Berrigan, donc cet oisif joué par Zachary Scott, donc ce dernier mari de Mildred Pierce qui est en fait tué dans la première scène, le simple fait qu'il soit tué alors que dans le roman de James Cain, il n'est pas tué, ça relève vraiment du Codays. C'est-à-dire qu'il faut punir celui qui a... Qu'est-ce qu'il a fait de si transgressif? Il est sorti avec la fille. Enfin, c'est ça qu'on comprend quand même dans le film. On n'en a pas parlé, mais ça va assez loin. Euh, dans cette rivalité mère-fille, dans ce jeu en miroir cassé entre la mère et la fille, tu parlais du transfert, de frustration sociale, etc. Il y a aussi ça, c'est-à-dire qu'il y a tout cet élément de rivalité directe dont joue l'homme et qui se retrouve aussi d'ailleurs dans le mirage de la vie. Donc là où il y a un véritable ébranlement du rapport de filiation, du rapport généalogique, enfin, qui est la mère, qui est la fille, comment... et ça, c'est très fort dans Mildred Pierce, et d'ailleurs, c'est pour ça, dans mon souvenir, que, que Mildred propose ce deal final avec Berrigan, je t'épouse, enfin, je sauve ta mise financière et tu m'épouses. Tu m'épouses pour que ma fille puisse revenir chez nous. C'est-à-dire qu'elle utilise cet homme dont elle sait que sa fille est très proche, que sa fille désire, pour faire revenir la fille vivre à la maison. C'est quand même complètement tordu quand on y pense. Donc moralement, tu disais Hollywood, la morale, le retour à l'ordre. En réalité, oui, il y a ce retour à l'ordre final de le premier couple, le premier mari, les parents biologiques des deux filles. Effectivement, on comprend que dans le hors-champ narratif du film, ils vont sans doute être réunis, mais en réalité, comme dans beaucoup de pseudo-happy end bien pensants hollywoodiens, ils sont tellement rapides, c'est tellement des choses, des espèces de coups de pied de l'âne à la fin, qu'en réalité, ce qui nous reste plus, ce qui nous marque plus, c'est toutes ces turpitudes morales d'avant. Donc finalement, j'allais dire tant pis. Enfin, ce retour à l'ordre, ça peut être ce qu'on appelle lip service en anglais, c'est-à-dire qu'on le fait parce qu'il faut le faire, mais on le fait un peu du bout des lèvres. Et nous, ce qu'on a vu, c'est quand même un type qui fait valser la fille, voire plus, pendant que la mère est en train de faire la fermeture de son restaurant. Enfin voilà, tout ça, on le voit, et c'est pas effacé par ce happy end. Euh, Bah, je sais pas. Alors, moi, j'ai une question de bonus. Tiens, d'ailleurs, est-ce que je change du coup
enfin non pas vraiment de sujet, mais il me revient en tête en fait cette image assez drôle. C'est Wally en fait qui est dans le restaurant et c'est une image qu'on trouve quand on cherche des images sur le film où elle est en train de lui passer un tablier. Et je Mm. voulais savoir est-ce qu'il y a beaucoup d'images de ce type dans le cinéma hollywoodien de l'époque. Oui, il y a beaucoup d'hommes à qui on met un tablier, et notamment, j'avais travaillé sur Cary Grant dans ses différents rôles, et c'est vrai que assez souvent, il se retrouve avec un tablier. Alors, il y a l'histoire de Cary Grant et des vêtements féminins qui est particulière, notamment dans les films de Hawks, hein, on en parlait sur L'Impossible Monsieur Bébé, dans lequel joue d'ailleurs aussi Jack Carson, qui joue Wally. Euh, mais bien sûr, c'est un jeu sur ce qui est en train de se passer aussi quand même à l'époque dans la société, à savoir que pendant toutes les années qui précèdent ce film est tourné fin 44, les femmes ont donc pris les métiers des hommes, et donc il y a tout un ensemble de professions viriles qui se sont féminisées, et dans le film, c'est évidemment très important. Et autre chose, à la fin de la guerre, donc là, à ce moment-là du film, elles vont perdre leur travail. C'est-à-dire que le retour des hommes mobilisés leur fait perdre leur travail. C'est encore un autre. Il y a un rapport de force là qui se joue entre les hommes et les femmes dans la société américaine, qui est différent du rapport de force que l'on voit mis en scène dans les screwball comedies des années 30, où il était encore possible, par l'éducation mutuelle, par la dispute, par le dialogue musclé au sein des couples, de refaire fusion, enfin de trouver une harmonie. Là, on est au-delà de ça, je crois, et c'est pour ça que cette réunification finale de Burt et de Mildred est effectivement, je suis comme toi, j'y crois à moitié, enfin, et je pense que socialement, voilà, il y a quelque chose de cassé entre les sexes. Dans Mildred Pierce, juste sur ce rapport entre l'homme-femme, je pense qu'on sent aussi le caractère viril des personnages incarnés par Joan Crawford tout au cours de sa carrière. C'est-à-dire qu'il y a euh, délibérément de sa part une attitude de sécheresse par rapport même au dialogue et aux scènes lyriques, enfin plus émotionnelles qu'elle peut jouer. Elle le joue de manière assez sèche. Elle pose comme étant très expressive du point de vue des émotions, mais dans la façon dont elle dit les dialogues, il y a vraiment quelque chose de sec et je pense un modèle un peu viril. Je dis ça parce qu'elle a joué plusieurs fois avec Clark Gable et qu'elle a toujours dit que c'était l'acteur, ce qui peut nous surprendre parce que Clark Gable aujourd'hui il n'a pas tellement la cote auprès des cinéphiles. Enfin, ça reste quelqu'un, voilà, une icône, une sorte d'image. On voit la moustache, bon. Mais pour elle, voilà, elle appréciait particulièrement la virilité d'un Clark Gable. Donc quand même quelque chose de très masculin, affirmé, solide, moustachu. Et je trouve que Joan Crawford est finalement son pendant. Donc, On va finir sur j'essaie la d'imaginer avec moustache. une moustache, mais tout de suite. Mais non, mais réfléchis parce que la façon dont le rouge à lèvres est dessiné, c'est-à-dire cette façon de déborder là sur les côtés des lèvres, qui est assez Mm. moche, euh, fait un peu penser à ça, ouais, une Mm. sorte de moustache. C'est encore plus violent justement dans le western Ah oui, Johnny dans Johnny Guitar. Guitar, tout à fait. Mm. Dans Johnny Guitar, il y a donc de Nicholas Ray qui est tourné 10 ans plus tard, 11 ans plus tard. Euh, il y a tout un jeu sur la virilité du personnage joué par Joan Crawford, puisqu'elle vit, elle tient, c'est une tenancière de saloon au fin fond d'une ville de l'Ouest et qui s'habille en pantalon avec une chemise. Enfin voilà, c'est tout un rapport entre comment on peut à la fois être une grande amoureuse, une très très grande amoureuse, et en même temps avoir des atours virils. Ça sera aussi prolongé d'ailleurs dans le rapport de force entre les deux actrices, Bette Davis et Joan Crawford, dans Qu'est-il arrivé à Baby Jane, cette espèce de film d'horreur entre sœurs de Aldrich de 1961, tourné par le même chef opérateur, donc Ernest Haller, que celui de Mildred Pierce, où là, c'est plus trop la question de la virilité, mais quand même, c'est-à-dire qu'on voit que Bette Davis a accepté d'être une sorte de visage horrifique à cause de son vieillissement. Enfin, elle a compris quelque chose de la logique du film horrifique, post-psychose, quoi. Alors que Joan Crawford, toujours dans sa recherche de comment continuer, comment durer, comment vieillir à l'écran, mais sans perdre le glamour, dans ce film-là, elle reste glamour. C'est-à-dire qu'elle veut absolument, malgré l'âge, etc., tenir
tenir sur le glamour. Et bon, je sais pas, il n'y a pas forcément une position à garder, mais ça rejoue encore d'autres codes. Ce serait l'idée d'un glamour presque viril, enfin. C'est très bizarre comme combinaison quand même, Joan Crawford, de ce point de vue-là. Eh ben, écoute, merci Charlotte. Je pense on a parlé de beaucoup de choses. On a fait peut-être pas le tour du film. En tout cas, j'espère que les gens vont trouver des réponses et peut-être même des occasions d'aller voir plus loin. Et d'aller voir d'autres films, notamment Mirage de Voilà. la vie Mm. de Douglas Sirk, qui se trouve aussi en DVD. Ou voilà, ou d'autres films avec John Crawford. Alors, pour la suite, je ne sais pas quoi annoncer puisque personne ne sait de quoi demain sera fait, en tout cas pour les salles de cinéma. Je sais que d'ici la fin de l'année, on avait prévu de passer à un moment donné sur les années 70 peut-être. Alors, je sais que voilà, on avait prévu à un moment donné de montrer Barbara Loden. Alors voilà, surprise en tout cas pour la prochaine fois. Est-ce qu'on aura une séance en vrai? Ça m'étonnerait. En tout cas, on continuera sinon en mode virtuel. Et puis on annoncera donc le titre à ce moment-là. Voilà. Bah, écoute, je sais pas, Charlotte, si tu veux ajouter quelque chose pour conclure. N'oubliez pas que les cinémas continuent d'exister. N'oubliez pas de vous y précipiter quand ils rouvriront. Voilà. Et ben écoute, merci et puis donc au mois prochain. Merci.